Conférence de presse sur l'élection référendaire. Avec pour titre Référendum 2024, avec ses 416 983 voix pour le oui a mobilisé 3 fois plus de votants par rapport à ceux ayant voté pour l'alternance en 2023, laquelle alternance était soutenue par M. Jean Ping, qui avait récolté 169 000 voix à l'époque. En ce cas du référendum, le contexte historique et sociologique. Les Gabonais ont été invités à participer le samedi 16 novembre 2024 à la 3e élection référendaire de leur histoire, et la première depuis bientôt 30 ans. La Constitution du 26 mars a connu en 33 ans 9 modifications, dont une seule par voie référendaire et les 8 autres par voie parlementaire, soit près de 90% de modifications de notre Constitution par voie parlementaire, en 33 ans. Sur la même période, en dehors de l'élection référendaire de 1995, les Gabonais n'ont été habitués qu'aux catégories d'élections, qu'à d'autres catégories d'élections, à savoir 6 élections présidentielles en 33 ans, 7 élections législatives et 7 élections locales, où le principal intérêt portait sur le plébiscite envers un individu qui pouvait être le leader politique, le parent, l'ami ou la connaissance. Les principaux électeurs du référendum de 1995 sont aujourd'hui âgés de moins de 46 ans, pour ceux qui avaient 18 ans en 1995. Dans un pays aujourd'hui où plus de 65% de la population a moins de 35 ans. Quoique très connectée, cette tranche d'âge essentiellement étudiante, lycéenne, diplômée ou non, se retrouve la moins intéressée et la moins impliquée par les questions de gouvernance de notre pays. Cette élection référendaire s'inscrit dans un contexte particulier. Première élection référendaire en près de 30 ans, dans un contexte de transition militaire et surtout en pleine année académique, alors que généralement en période de vacances, les élections sont organisées. Aussi, en près de 30 ans, c'est la première fois que les Gabonais étaient appelés à voter pour leurs droits et libertés fondamentaux et non à voter pour une personne. Cela s'est fait bien sûr ressentir tout au long de la campagne référendaire où le référendum a été assimilé par les uns au soutien au président de la transition et pour les autres au rejet de la gouvernance du président de la transition au lieu de mettre l'accent sur les droits et libertés fondamentaux, principal axe de notre Constitution. Les arguments des uns et des autres sur les plateaux télé, les lives des activistes sur la toile, les échanges dans les quartiers l'attestent à suffisance. Certains se sont mobilisés pour aller voter afin de marquer leur soutien au président de la transition et d'autres allant voter contre du fait pour plusieurs qu'il y avait trop de pédégistes dans la transition et que de ce fait, le projet de constitution était pédégiste, alors que ce dernier ne portait que sur les droits et libertés fondamentaux des Gabonais. Analysons la participation citoyenne aux élections. Partant de 2009 à 2023, tout en revenant sur le référendum de 1995. Pour mieux comprendre la participation des citoyens aux élections au Gabon, il convient d'apprécier et d'interpréter le tableau qui vous sera diffusé, dont je vous en donne la teneur. Le référendum de 1995 a mobilisé en participation 63,55% de notre population. La présidentielle de 2009 a mobilisé 807 402 inscrits pour 357 605 votants, pour un taux de participation de 44,29%.
Les législatives au premier tour 2011 ont mobilisé moins d'inscrits, 745 645, pour moins de votants, 255 570, pour un taux de participation de 34,28% et un taux d'abstention de 65,72%. La présidentielle de 2016, qui a cristallisé toutes les attentions, a mobilisé en inscrit 619 342 électeurs, en votant 371 309 électeurs pour un taux de participation de 59,46%. Les législatives 2018, au premier tour, ont mobilisé 667 284 électeurs pour un taux de participation de 58,63%. Le référendum 2024 a mobilisé 868 115 électeurs pour 463 066 votants pour un taux de participation de 53,54%. Les sources de ces données sont contenues dans le rapport de la mission d'observation de l'Union européenne pour l'élection 2016, dans le rapport de la mission d'observation du référendum de 1995 et dans plusieurs autres articles de presse appartenant notamment à certains de vos médias. De cette interprétation, l'interprétation du tableau ci-dessous fait ressortir des faits historiques en rapport avec la première élection référendaire depuis 30 ans. Lesquels sont: 1. Cette élection référendaire est l'élection qui a mobilisé le plus d'inscrits de toute l'histoire des élections au Gabon. 868 115 inscrits. Soit plus de 200 000 inscrits par rapport à la présidentielle de 2016 et les législatives de 2018. Les Gabonais, contrairement à ce qui peut se dire, étaient intéressés à aller exprimer leur droit de vote. Ce sont les chiffres qui parlent. Je ne suis pas sûr l'analyse de la clameur sur les réseaux sociaux parce que c'est deux mondes différents. En deux, cette élection référendaire est l'élection qui a mobilisé le plus de votants. C'est la première fois depuis qu'on organise des élections au Gabon qu'on dépasse la barre de 400 000 votants. On a toujours été en dessous de la barre de 400 000 votants. Et le nombre de votants le plus important ces derniers temps était lors de l'élection présidentielle de 2016, où le plafond était à 376 000. Donc pour cette élection référendaire, on se retrouve avec pratiquement 100 000 votants de plus. Ce qui peut, à travers une arithmétique, justifier un taux de participation qui est relatif. Parce qu'on a plus d'inscrits, on a plus de votants. Et quand on fait la division, c'est normal que le ratio soit appréciable. Mais si on prend le nombre de votants de 468 000, pour les transposer par exemple au nombre d'inscrits de 2009 qui était à 807 000, ou ceux des autres élections qui suivaient, le pourcentage peut être autour de 75%, entre 70 et 75% de taux de participation. Donc, contrairement à ce que j'ai entendu de part et d'autre, où on se limite au taux de participation, mais quand on analyse dans le fond, on se rend compte que cette élection a mobilisé plus de votants qu'aucune autre élection au Gabon. Troisième fait historique. Avec 416 983 voix pour le oui, le nombre de votants pour le oui au cours de ce référendum correspond à quasiment 3 fois le nombre de votants ayant soutenu le bulletin du candidat du changement 2016, qui est M. Jean Ping, qui avait récolté, selon le rapport de l'Union européenne, 169 054 voix. Donc, on a 3 fois plus de Gabonais qui ont soutenu ce référendum en votant oui que ceux qui ont voté pour l'alternance en 2016. Ça, ce sont les données qui sont officielles, ce sont les chiffres, et c'est pourquoi je m'exprime toujours sur la base de cette rigueur scientifique, parce que entre ce que l'on dit et ce que l'on démontre, deux choses extrêmes, et on a pu le constater lors de nos différents débats. Le quatrième fait historique.
avec un pourcentage de 97,08%, la province de la Nyanga, votant majoritairement non, notamment lors du référendum de 1958, s'est retrouvée la deuxième province à accorder plus de plébiscite à ce référendum. Pour une province historique qui a toujours été du côté du non, mais qui se retrouve au niveau national comme étant la deuxième province à soutenir ce projet de référendum, je pense que c'était un indicateur important pour attester de la mobilisation et de l'intérêt des Gabonais, même dans les provinces les plus frondeuses, à soutenir ce projet de constitution. Le cinquième fait historique, nous avons assisté à la proclamation la plus rapide des résultats d'une élection au Gabon. En moins de 24 heures après le dépouillement, nous avons obtenu les résultats officiels. Alors que, quand c'était sous la gouvernance de ceux qui aujourd'hui cherchent à avoir une virginité politique et se reconvertir dans l'opposition, il fallait attendre des jours et des jours pour avoir des résultats. Ce référendum a démontré qu'en moins de 24 heures, on peut obtenir des résultats avec autant d'observateurs nationaux et internationaux que c'est possible. Ce qu'on n'a jamais pu avoir, notamment sous le système de CHU, qui pour pouvoir justifier leur fraude, non seulement ils nous donnaient les résultats très en retard, et même quand ils les donnaient, la tendance était maintenant à l'exclusion des observateurs internationaux. Ce sont ces personnes-là qui aujourd'hui veulent devenir des donneuses de leçons en matière de démocratie, alors qu'en pleine transition, ils ont pu apprécier pour une première fois de toute leur vie la beauté d'une élection transparente, une sensation qu'ils ne nous ont jamais donnée pendant toute leur gouvernance. Relevons toutefois que le taux de participation à cette élection référendaire 2024, estimé à 53,54%, est 10 fois inférieur au référendum de 1995, dont le taux de participation s'élève à 63,55%. Toutefois, il faut préciser qu'il s'agissait ici de deux projets de constitution, rédigés dans les contextes différents. Le premier, celui de 1995, rédigé sans consultation, inclusive et massive du peuple gabonais, mais fruit d'un texte consensuel, rédigé à Paris, entre les politiciens de la majorité de l'opposition gabonaise, avec l'appui des techniciens, des juristes français, alors que le projet de constitution qui a été soumis à notre appréciation a vu une inclusion de la population gabonaise dans son entièreté, partant des contributions et autres, à être associés à la rédaction de leur constitution sans l'appui des experts internationaux. Ce projet de constitution est de ce fait le tout premier projet et la première constitution rédigée par le peuple gabonais dans sa majorité, rédigée au Gabon avec les techniciens gabonais sans l'appui des techniciens extérieurs. Depuis que le Gabon prépare ses constitutions et les rédige, rien ne peut démontrer le contraire. Ça s'est toujours fait avec l'appui des techniciens français. C'est la première fois qu'on rédige nous-mêmes ce que nous voulons dans notre constitution. Ce caractère inclusif fait que ce projet de constitution a le mérite d'être le projet de constitution le plus équilibré que le Gabon ait connu, avec une réduction considérable de la domination des politiciens dans ce dernier, pour une présence plus importante, comme jamais auparavant, des acteurs non politiques, sociétés civiles, religieux, traditionnalistes, entrepreneurs, acteurs du numérique, etc. Projet auquel certains acteurs politiques s'opposent farouchement, car en réalité, vous l'aurez compris, cette constitution dépossède ces derniers de plusieurs prérogatives, dont certaines ont été partagées avec les non-politiques. C'est le principal souci aujourd'hui. Cependant, certaines limites méritent d'être relevées par rapport à l'organisation de ce référendum. 1. Le fichier électoral. Déjà largement contesté par nous, acteurs de la société civile, depuis les précédentes élections,
Ce fichier mérite d'être toiletté et surtout mis à plat, car comprenant des électeurs fantômes, les milliers d'expatriés inscrits sous le système Bongo PDG afin de gonfler les listes électorales en faveur d'Ali Bongo Ondimba, notamment pour la présidentielle 2023. Avec un nombre de votants de 463 066 à ce référendum, et si le fichier était réellement toiletté, la participation se situerait au-delà de 70%. Donc, l'un des éléments qui nous ramène à une participation acceptable de 53% est notamment le fait que dans ce fichier électoral, nous avons plusieurs paramètres qui font que nous n'ayons pas la population réelle des électeurs. La deuxième limite, c'est la trop grande présence des membres du système déchu, Bongo PDG, comme porteurs de ce projet de la Constitution, ayant assurément poussé certains à se démobiliser. Le fait qu'ils aient été porteurs de ce projet, et on a pu le ressentir sur les réseaux, dans les quartiers, a fait qu'il y ait une confusion entre le contenu du projet et le porteur du projet, faisant que les gens se concentraient plus sur le porteur et estimaient que le contenu n'était pas important parce que le porteur n'était pas celui qui était habilité à porter ce projet-là. La quatrième limite, ce sont certains scores soviétiques de 100% dans certaines circonscriptions, notamment le Haut-Togo, que nous avons déjà décrié en 2016 et autres. Des zones où personne ne tombe malade, personne n'est absent, ainsi de suite. Et nous rappelons ces scores, nous rappelons ainsi les mauvais souvenirs de 2016 et la présence de la même machine du système Bongo PDG qu'il faut impérativement détruire. La quatrième limite, c'est le coût élevé lié à l'organisation de ces élections, soit 27 milliards. Un coût qui mérite plus d'éclaircissement de la part du ministre de l'Intérieur devant le Parlement. Chose pour laquelle je m'engage à travers les questions d'actualité, les questions écrites ou les questions orales. La cinquième limite, la non-appropriation réelle des enjeux d'une élection référendaire par les populations et surtout plusieurs acteurs du oui et du non, car ce référendum ne consistait pas à plébisciter le président de la transition ou à dénoncer la trop grande présence des prédégistes dans les organes de la transition, mais par contre à présenter aux Gabonais les droits et libertés fondamentaux et la future organisation politique de leur pays. Dans ceux qui ont défendu le projet, à près de 70%, nous nous sommes éloignés de l'objectif. Présenter le fond, mais on est resté sur la forme. Ceux du oui majoritairement, le message qui passait en votant oui, c'est soutenir le président. Ceux du non, en votant non, c'est combattre les PDGistes qui sont autour du président, alors que l'intérêt, c'était de dire aux Gabonais qu'est-ce qu'il y a comme droit, liberté, avantages, organisation politique de leur pays pour les années à venir. La sixième limite, c'est l'organisation rapide de cette élection, n'ayant pas donné assez de temps pour expliquer le contenu, d'une part, et son organisation en période scolaire, ne permettant pas à plusieurs électeurs de rejoindre leur circonscription de vote, d'autre part. À cela s'ajoute le faible nombre de bureaux de vote, notamment dans la diaspora. Enfin, je me félicite particulièrement pour l'adoption de cette constitution, dont les jeunes, tranche d'âge la plus connectée, mais aussi la moins inscrite sur les listes électorales, ne mesurent pas encore la portée de cette constitution qui, sur le plan économique et social, permettra de prendre des lois et des textes réglementaires, notamment pour 1. Matérialiser la souveraineté du peuple sur les richesses du sol, du sous-sol et du numérique, donnant ainsi la priorité de l'exploitation des richesses de notre sol et de notre sous-sol aux compatriotes locaux. Ainsi,
créant ainsi une classe d'hommes d'affaires comme au Nigeria et au Ghana. Avant, la souveraineté des richesses du sol et du sous-sol était du ressort de l'État. Dans cette constitution, cette souveraineté est dorénavant du ressort du peuple. Ce qui revient à dire que dans cet état d'esprit, l'idée est de permettre aux locaux d'être prioritairement les exploitants de leurs richesses naturelles, au lieu que ce soit l'État qui en soit le premier intéressé. 2. Donner un statut notamment professionnel à ces milliers de créateurs de contenu, acteurs du numérique, etc., à travers la consécration du numérique dans la Constitution. Ainsi, ils pourront désormais faire de leur art leur métier avec possibilité de cotiser à la CNSS pour leur retraite. Il n'y avait pas de disposition liée au numérique. La consécration du numérique est aujourd'hui une opportunité pour créer un cadre professionnel aux acteurs du numérique qui pourront dorénavant être des professionnels, cotiser à la CNSS, avoir une carte d'assurance maladie, plus en tant que Gabonais économiquement faibles, parce que c'est sous ce statut qu'ils sont présentement enregistrés, mais comme professionnels du numérique. Et ça, c'est l'une des principales innovations de ce projet de constitution. En 3, obliger l'État à dorénavant soutenir les entrepreneurs, au même titre qu'il soutient les travailleurs, par la consécration du droit à entreprendre pour la première fois dans notre Constitution, mais aussi la consécration du salaire équitable, obligeant tout employeur d'immatriculer ses employés, partant de la dame de ménage au dernier des employés. La consécration du salaire équitable a 7 conséquences. Les gens ne devront plus être payés en dessous du SMIC, qui est à ce jour de 80 000 francs minimum, à ne pas confondre avec le revenu minimum, qui est le RMM, qui est à 150 000 francs. La 3e incidence, obliger chaque administration ou entreprise au Gabon, dorénavant, à réserver un quota d'emploi aux personnes vivant avec un handicap du fait de la consécration dans notre Constitution de l'égal accès à l'emploi et aux services publics pour les personnes vivant avec un handicap. En 5, permettre au peuple autochtone et à la diaspora d'être obligatoirement représentés dans les institutions de notre pays, notamment le Conseil économique et social. Si la diaspora et les peuples autochtones sont clairement définis comme membres obligatoires du Conseil économique, social, environnemental et culturel, cette constitution nous permet désormais de batailler pour avoir obligatoirement la diaspora au Parlement, les peuples autochtones y étant de façon naturelle déjà à travers certains parlementaires qui sont issus des peuples autochtones. En 6, permettre aux communautés traditionnelles et religieuses d'avoir leur premier statut clairement défini, pouvant aboutir à la reconnaissance juridique des mbandja, des corps de garde et autres. C'est certains éléments consacrés dans cette constitution qui nous permettront dorénavant d'aboutir à ces résultats. Pour terminer, la campagne référendaire étant terminée, place maintenant au travail pour voir comment consacrer les acquis de cette constitution, au nombre desquels se citait plus haut. Rappelons que l'article 173 de la Constitution, adopté le 16 novembre 2024, dispose, je cite, « Sous réserve des dispositions de l'article 172 ci-dessus, la présente Constitution entre en vigueur après l'élection du président de la République. » Fin de citation. Vivement que cette élection se fasse afin de permettre au Parlement d'amorcer la restauration des institutions et la dignité des Gabonais à travers des lois en phase avec cette Constitution, notamment sur les aspects sociaux, économiques, culturels, politiques, etc. Car un pays ne peut pas vivre que et uniquement de la politique, même si cela a été notre quotidien pendant plus de 63 ans. Je vous remercie et je reste disposé à répondre à certaines de vos interrogations
notamment sur cette question ou sur des questions d'actualité.